Toute ma vie a été consacrée à un seul objectif, la protection des Juifs. Ces mots furent prononcés par un homme que certains appelaient le sauveur de la nation, et d'autres un bulldozer impitoyable écrasant tous les obstacles sur son passage. Il défiait les ordres directs du commandement, se jetait dans le feu de l'action et assumait la responsabilité de décisions dont dépendait le destin d'un État tout entier. Ses ennemis le craignaient, et souvent les siens ne le comprenaient pas. Pourtant, c'est précisément sa volonté de faire qui, à maintes reprises, sauva Israël d'une destruction totale. En 1948, le jeune État d'Israël arrachait littéralement son droit à l'existence. Ariel, âgé de 20 ans, se trouvait au cœur même de cette tempête sanglante. La bataille de la Troune fut cette ligne de démarcation où les idéaux de jeunesse se heurtèrent à la réalité la plus cruelle. L'air brûlant de chaleur était imprégné d'une odeur de poudre et de terre desséchée. Le jeune commandant de peloton menait ses soldats à l'assaut des positions fortifiées de l'ennemi, conscient de l'aspect suicidaire de cet ordre. La légion jordanienne arrosait les assaillants d'un feu nourri. Ce jour-là, il perdit presque tout son peloton. Les soldats tombaient les uns après les autres, tandis qu'Ariel lui-même était grièvement blessé au ventre. La douleur était paralysante, mais plus terrifiante encore fut la prise de conscience qu'aucun secours ne viendrait. Allongé sur la terre calcinée par le soleil, perdant son sang parmi les corps de ses camarades tombés, il regardait le ciel implacable et faisait ses adieux à la vie. Le soleil tapait sans pitié, intensifiant une soif insupportable. Autour de lui régnait un silence sinistre, rompu seulement par les gémissements des blessés. Dans ce silence naissait un profond sentiment de culpabilité envers ceux qui l'avaient conduit sur cette hauteur. Pourquoi le commandement les avait-il jetés sans préparation contre des forces supérieures ? Cette question battait dans sa conscience embrumée par la douleur, engendrant non pas de la peur, mais une rage froide. C'est précisément durant ces heures interminables d'agonie, alors que chaque goutte de sang s'en allait dans la poussière brûlante, que quelque chose d'irréversible se brisa dans sa conscience. Il comprit quelque chose d'infiniment important. Il comprit que personne en ce monde ne viendrait en aide au peuple juif s'il ne se défendait pas lui-même, les armes à la main. La tragédie de la Troune brûla en lui pour toujours le mépris de la faiblesse et de la défense passive. Il se jura que s'il sortait par miracle de ce champ de mort, jamais plus il ne laisserait ses soldats se retrouver dans la position de victimes sans défense. Le sang juif est trop précieux pour être versé par excès de prudence ou par obéissance aveugle aux ordres de politiciens hésitants. Un jeune combattant miraculeusement épargné le sauva, extrayant le commandant blessé des tirs. Ariel perçut ce sauvetage comme un signe du destin, comme un sursis accordé pour accomplir une grande mission. La blessure physique se referma avec le temps, laissant une profonde cicatrice. Mais la cicatrice de l'âme faisait bien plus mal. Elle transforma ce jeune homme courageux en un chef pragmatique et intransigeant, qui cessa de croire au compromis. Pour lui, la guerre cessa d'être un simple affrontement entre armées. Elle devint une croisade personnelle pour la survie de chaque habitant de sa terre natale. Désormais, chacune de ses actions, chacune de ses décisions tactiques serait dictée par ce serment prononcé dans la boue ensanglantée de la Troune. Il avait assimilé la leçon principale de sa vie. Pour survivre, il faut frapper le premier, frapper fort, et ne jamais se retourner sur la condamnation de ceux qui n'ont jamais été sous les balles. Lorsque, à l'été 53, Ariel Sharon reçut l'ordre de reprendre du service, il n'attendait pas assis chez lui le coup de téléphone. Il étudiait. Dans les amphithéâtres de l'Université de Jérusalem, l'officier de réserve âgé de 25 ans étudiait l'histoire du Moyen-Orient. Sa femme, Margalite, qu'il connaissait depuis son enfance, venait de lui donner leur premier fils. Pour la première fois depuis de longues années, la vie semblait être quelque chose de plus grand que la guerre. Mais Israël ne lui laissa pas longtemps cette illusion.
Les Fédayines franchissaient la frontière chaque nuit, tuaient des civils dans leurs maisons et se dissolvaient à nouveau dans l'obscurité. L'armée répondait maladroitement, avec retard et sans résultat. Ben Gourion le convoqua personnellement. La conversation fut brève et sans détour. L'ennemi devait comprendre que les attaques impunies contre les Juifs n'auraient plus lieu. C'était exactement ainsi que Sharon pensait depuis le jour où il gisait ensanglanté sous la troune. Et maintenant, on lui donnait le droit d'agir conformément à cette conviction. On ne le conseillait pas, on lui donnait le droit. Il dirigeait lui-même le recrutement de l'unité. Il regardait les gens dans les yeux et prenait sa décision en quelques minutes. Il cherchait des hommes en qui vivait le même sentiment inconfortable et aigu qui était en lui. Le camp fut établi dans le village abandonné de Sataf, à l'ouest de Jérusalem. Marche, combat à main nue, technique d'explosifs. Mais l'essentiel était ce qui ne figurait dans aucun règlement. Sharon conduisait délibérément ses hommes au-delà de la ligne frontière, provoquant de véritables affrontements avec les patrouilles ennemies. Pour lui, il n'existait pas de meilleure préparation au combat que le combat lui-même. Son adjoint, Shlomo Baum, tenta plusieurs fois de retenir le commandant à l'arrière. En vain. À l'opération suivante, Sharon marchait à nouveau en tête. L'unité vécut moins de 6 mois. L'opération dans le village jordanien de Kibia se solda par la mort de civils et par un scandale international. Sharon insista jusqu'à la fin de sa vie qu'il avait personnellement vérifié les maisons avant les destructions. Si c'était vrai ou non, lui seul le savait. Mais il ne rejeta pas la faute sur ses soldats. Il ne biaisa pas devant les commissions. Il assuma. Comme il assumait toujours tout ce qui se passait sous son commandement. En janvier 54, Moshe Dayan prit la décision de fusionner l'unité avec le bataillon de parachutistes. Sharon prit la tête de la brigade unifiée. L'unité 101 cessa d'exister en tant que structure séparée, se dissolvant dans le sang de l'armée qu'elle avait reprogrammée. L'esprit que Sharon avait insufflé en quelques dizaines d'hommes en quelques mois devint une partie de l'ADN de toute Tsahal. Le principe qu'il n'avait jamais formulé avec élégance, mais qu'il avait toujours incarné, le commandant ne gère pas le combat, le commandant mène le combat. C'est précisément ce principe que l'armée israélienne transmet de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. À l'automne 56, Israël conclut une alliance secrète avec la Grande-Bretagne et la France. Sharon devait lancer un débarquement de parachutistes au col de Mitla, simulant une menace contre le canal de Suez et donnant aux Européens un prétexte pour intervenir. Le rôle d'Israël était celui d'un appât. Sharon le comprenait. Il accepta l'ordre, monta dans l'avion et sauta le premier. Le débarquement réussit. Les forces terrestres arrivèrent sans perte. Le commandement était satisfait. On pouvait attendre. Mais Sharon regardait l'entrée du col et pensait à autre chose. Le renseignement disait que c'était vide. Le renseignement s'était déjà trompé. Il demanda plusieurs fois la permission d'entrer et de vérifier, et reçut plusieurs fois un refus. Alors il demanda la permission d'envoyer une petite patrouille. L'autorisation fut accordée. Sharon envoya 2 bataillons avec des chars. Les Égyptiens étaient dans le col, des positions fortifiées dans les rochers, des tirs de plusieurs côtés. Le bataillon de Mordecai Gour se retrouva pris au piège. Sharon envoya des renforts dans le col. À la nuit, les Égyptiens furent chassés. Mais 38 soldats israéliens restèrent à jamais couchés dans ces rochers. 38. Sharon se souvenait de chacun d'eux, des hommes qu'il avait personnellement sélectionnés, entraînés, conduits. Chacun d'eux s'était engagé dans ce col parce que lui, Sharon, les y avait envoyés. Après le combat, il ne fêta rien. Il s'assit dans l'obscurité et compta. La hiérarchie envoya un blâme. Dayan qualifia ce qui s'était passé d'opération inutile, provoquée par l'impatience du commandant. Dans les états-majors, on parlait de témérité, de soif de gloire, d'incapacité à obéir aux ordres.
Sharon fut envoyé étudier au collège militaire britannique de Camberley. Ce geste était à la fois une punition et une tentative de l'éloigner des regards. Il passa 1 an en Angleterre. Il étudia, lut, réfléchit à Mitla. La question qui ne le lâchait pas ne se formulait pas comme le commandement la formulait. Le commandement demandait « Pourquoi avait-il agi contre les ordres ?» Sharon se posait la question différemment. Ces 38 hommes auraient-ils pu rester en vie s'il avait pris une autre décision? Et il n'avait pas de réponse à cette question. Il ne savait pas. C'est précisément cette ignorance qui pesait le plus lourd. Non pas une culpabilité formulée en verdict, mais une culpabilité sans verdict définitif, qu'on ne peut ni effacer ni accepter pleinement. À son retour en Israël, on l'envoya commander un champ de manœuvre d'infanterie, un endroit calme, loin du front et des décisions dont dépendent des vies. Quelques années de silence. Il obtint un diplôme de droit à l'université de Tel Aviv. Il semblait que sa carrière fût terminée. Mikla lui avait coûté trop cher. Mais c'est précisément durant ces années qu'il devint un autre commandant. Pas moins déterminé, mais plus froid. Un homme qui a survécu au prix de son intrépidité ne cesse pas d'être intrépide. Il commence simplement à comprendre plus précisément ce qu'il met en jeu. En 67, Rabin, devenu chef d'état-major, rendit à Sharon tout ce qu'il avait perdu après Mitla. Il reçut une division chargée de percer le secteur le plus fortifié du Sinaï. Les positions égyptiennes à Abu Agheila étaient considérées comme imprenables. Sharon appelait cela une mission. Il élabora un plan d'attaque simultané depuis plusieurs directions, de nuit, avec un débarquement de parachutistes directement sur les positions d'artillerie égyptiennes en arrière. Quand Abu Agheila tomba, Israël le sacra roi. Mais Sharon lui-même ne pensait pas au triomphe en ces jours-là. Quelques mois après la guerre, son fils Gour, âgé de 11 ans, se tira accidentellement une balle avec un fusil trouvé dans la maison. Après la mort de son fils, ceux qui le connaissaient de près virent un changement. Il devint plus dur envers lui-même et moins tolérant envers les sacrifices inutiles. La mort de son fils ne le brisa pas. Elle brûla en lui les derniers restes de sentimentalité. Lorsque pendant Yom Kippour 73, l'Égypte et la Syrie frappèrent simultanément, Sharon était en disponibilité. Il enfila son uniforme et se rendit au front avant même de recevoir l'ordre officiel. Les Égyptiens avaient franchi le canal. Les contre-attaques israéliennes s'enlisaient sous le feu des missiles soviétiques. L'état-major était proche de la paralysie. Depuis le premier jour, Sharon réclamait une seule chose: traverser sur la rive ouest et frapper dans le dos. Le commandement appelait cela une aventure. Le 15 octobre, sa division perça une brèche à la ferme chinoise et atteignit le canal. Quand les premiers soldats le traversèrent sur des canots pneumatiques, Sharon ordonna de hisser les drapeaux israéliens sur la rive ouest, pour que les Égyptiens sur la rive est, se retournant, voient qu'ils étaient encerclés. Rabin dira de lui plus tard, le plus grand commandant de terrain de notre histoire. En 82, Ariel Sharon était ministre de la Défense, le poste le plus dangereux dans le pays le plus en guerre du Moyen-Orient. Il arriva dans ce fauteuil avec une carte dans la tête, dessinée des années avant sa nomination. Sur cette carte, le Liban était la clé. Sharon voyait le pays au nord d'Israël non pas simplement comme un territoire imbibé du chaos d'une guerre civile, il le voyait comme un échiquier sur lequel un seul coup pouvait changer tout le Moyen-Orient. Chasser l'OLP de Beyrouth pour toujours, installer dans le fauteuil de président du Liban son allié Bachir Gemayel, expulser les Syriens, conclure un traité de paix. Israël obtiendrait un voisin nordique allié au lieu d'un éternel tremplin pour les attaques. C'était un projet grandiose, peut-être trop grandiose. Il obtint du cabinet l'autorisation pour une opération limitée, 40 km en profondeur dans le Liban, seulement nettoyer le sud des bases de l'OLP, 2 ou 3 jours, pas de Beyrouth. Mais Sharon n'avait pas combattu sur 40 km depuis qu'il avait appris à combattre. Il déplaçait les troupes là où il voyait une possibilité, et il envoyait partout. Quelques jours seulement après le début,
Les chars israéliens se trouvaient déjà sous les murs de Beyrouth. Le cabinet des ministres regardait la télévision et ne comprenait pas comment il s'était retrouvé à approuver une opération tout à fait différente. Sharon avait trompé tout le monde, l'ennemi et son propre gouvernement. Mais c'est précisément cette capacité à franchir les limites convenues qui finit par l'enterrer. En septembre, l'OLP fut chassé du Beyrouth occidental. Arafat s'embarqua pour la Tunisie. Sharon était à un pas de sa carte. Mais le 14 septembre 1982, une bombe fit sauter le quartier général du parti Kataeb à Beyrouth. Bachir Gemayel, président libanais et principal allié d'Israël, fut tué. En un instant, s'effondra tout le projet politique pour lequel l'opération avait été lancée. Sharon avait perdu son homme au Liban, avant même qu'il ait eu le temps d'entrer en fonction. Ce qui se passa dans les 48 heures suivantes devint une blessure qui ne cicatrisa jamais dans l'histoire israélienne. Sharon autorisa l'entrée dans les camps de réfugiés de Sabra et Shatila des phalangistes libanais, des miliciens chrétiens alliés d'Israël. L'objectif officiel était la recherche de combattants de l'OLP qui se seraient dissimulés dans les camps. Les forces israéliennes encerclèrent le périmètre. Les phalangistes entrèrent à l'intérieur. Quand ils en sortirent 36 heures plus tard, des centaines de morts gisaient dans les camps. La majorité étaient des civils. Qui exactement parmi les miliciens entrés là-bas avait pris la décision de tuer et pourquoi? L'enquête l'examina pendant des mois. Israël explosa de l'intérieur. 400 000 personnes descendirent sur la place à Tel Aviv. Pour un pays de quelques millions d'habitants, ce fut un séisme. Le gouvernement créa une commission sous la présidence du président de la Cour suprême, Yitzhak Kahan. La commission travailla plusieurs mois et rendit une formulation que Sharon contesterait jusqu'à la fin de ses jours. Il portait une responsabilité personnelle pour ne pas avoir empêché ce qui s'était passé. Pas pour les meurtres, pas pour l'ordre, pour ne pas les avoir arrêtés, sachant que les phalangistes étaient entrés dans le camp, connaissant leur soif de vengeance pour la mort de Gemayel et n'ayant rien fait pour les arrêter. Sharon remit sa démission du poste de ministre de la Défense. Il resta au gouvernement sans portefeuille, mais dans la politique israélienne, il était désormais empoisonné par ce mot « responsabilité ». Le monde arabe lui colla un surnom qu'il détesta toute sa vie, le bulldozer de Beyrouth, le boucher. Il rejetait ces définitions avec fureur et publiquement. Il disait que ses mains n'avaient pas tué dans ces camps. C'était la vérité. Mais il savait aussi que celui qui a ouvert la porte porte une part de responsabilité pour ce qui est entré à sa suite. Ce chapitre de sa vie devint cette contradiction qu'il est impossible de résoudre dans les deux sens à la fois. Pour les uns, il demeura à jamais l'homme qui avait délibérément fermé les yeux sur la tragédie. Pour les autres, il était un soldat que l'on jugeait pour la guerre à l'aune des temps de paix. Sharon lui-même, à en juger partout, vivait avec cela comme il vivait avec tout dans sa vie, sans se détourner, sans se justifier jusqu'à l'humiliation, mais sans trouver non plus cette réponse qui lui aurait enfin permis de cesser de poser la question. Après le Liban, beaucoup pensèrent que sa carrière était terminée. Un homme avec un tel fardeau sur les épaules, avec un tel verdict dans un document officiel, ne revient pas. La politique israélienne est cruelle envers les perdants. Sharon fut rayé. Mais il n'accepta pas ce verdict, parce qu'il n'avait jamais dans sa vie accepté les verdicts prononcés par d'autres. Il disparut des premières pages et se mit au travail. Ministre de l'Industrie, ministre de la Construction, encore et encore, portefeuille après portefeuille. Pas les premiers rôles, pas ceux à quoi il avait pu un jour aspirer. Mais il s'attaquait à chaque nomination avec la même gravité totale qu'il apportait jadis aux opérations militaires. Lorsqu'au début des années 90 déferlèrent depuis l'Union soviétique des vagues de l'Aliya juive, des centaines de milliers de personnes qu'il fallait accueillir, reloger et héberger, ce fut Sharon, ministre de la Construction, qui lança un programme de construction sans précédent dans toute l'histoire du pays. Non par amour de la construction, par conviction que chaque juif arrivant en Israël
est une personne de plus du bon côté de l'histoire. Parallèlement, il bâtissait autre chose, des colonies. Pour Sharon, elles n'avaient jamais été un geste idéologique ou une obligation religieuse. C'était une stratégie. La présence physique de Juifs sur la terre comme un fait plus difficile à annuler que la signature d'un document lors de négociations. Il en parlait directement, sans ornement diplomatique. Tout ce que nous prenons maintenant restera nôtre. On le critiquait à gauche, on l'accusait de saboter le processus de paix. Il écoutait et continuait. Convaincre Sharon avec des mots était à peu près aussi efficace que de convaincre le vent de changer de direction. En 99, il prit la tête du Likoud, du parti qu'il avait lui-même contribué à créer. Mais à ce moment-là, Sharon était déjà un homme différent. 70 ans de vie, 5 guerres, plusieurs morts et résurrections politiques font à un homme ce qu'aucun manuel ne peut faire. Ils en retirent tout ce qui est superflu. Ne reste que l'essence. L'essence de Sharon, c'était la sécurité d'Israël, et non telle ou telle tactique pour l'atteindre. Personne ne le comprenait encore. Peut-être lui-même pas tout à fait non plus. En 2001, Ariel Sharon devint Premier ministre d'Israël. L'homme que l'on avait rayé après le Liban, que l'on appelait un cadavre politique, que son propre parti avait tenté plusieurs fois d'éliminer, était désormais assis dans le fauteuil auquel il n'avait peut-être jamais, autrefois, osé penser. Il avait 73 ans. Derrière lui, 5 guerres, plusieurs catastrophes, des tragédies personnelles et un fardeau qu'aucune fonction ne saurait ôter. Il arriva au pouvoir comme un faucon. Israël avait voté précisément pour cela. Mais quelque chose en lui changeait déjà, lentement, invisiblement pour les étrangers, comme change un homme ou quand il comprend qu'il lui reste moins de temps que de tâches. La démographie était cette vérité à laquelle il ne pouvait pas se dérober. Les chiffres n'avaient pas de couleur politique, ils existaient simplement. À Gaza vivaient plus d'1 million de Palestiniens, et chaque génération doublait ce nombre. Les colons israéliens y étaient quelques milliers. Maintenir ce territoire signifiait maintenir 1 million de personnes par la force, indéfiniment. Sharon regardait cette arithmétique avec le même pragmatisme froid qu'il avait jadis appliqué à la carte du col de Mitla. Il comprit ce que ses alliés ne voulaient pas entendre. Continuer à tenir Gaza signifiait lentement détruire ce pourquoi il avait combattu toute sa vie. Un État juif et démocratique ne peut pas exister en gouvernant indéfiniment 1 million de personnes sans droits civiques. En 2005, il retira de Gaza tous les colons et soldats israéliens. 9000 personnes, 21 colonies, une terre qu'il avait lui-même contribué à bâtir. Les partisans de la droite le traitèrent de traître. Des gens qui le considéraient comme leur patron et protecteur brûlaient ses portraits. Le Likoud, son propre parti, se rebella. Netanyahou sortit ostensiblement du cabinet. D'anciens alliés disaient qu'il était devenu fou ou qu'il s'était effondré. Sharon écouta tout cela et ne changea pas un mot à sa décision, parce qu'il n'avait jamais dans sa vie pris de décision pour obtenir des applaudissements. Il les prenait pour obtenir des résultats. En novembre 2005, il fit le dernier saut politique de sa vie. Il quitta le Likoud et fonda un nouveau parti, Kadima, En Avant. Le nom disait tout sur sa façon de voir son propre chemin, sans se retourner, sans s'expliquer, sans demander la permission. Les sondages montraient qu'il gagnerait les prochaines élections. Il semblait se tenir au seuil de quelque chose qu'aucun dirigeant israélien avant lui n'avait réalisé. Une paix conclue selon ses propres conditions, sans intermédiaire et sans illusion. L'homme que toute une vie avait appris à ne pas faire confiance aux mots s'apprêtait à faire ce en quoi il croyait lui-même à peine. Mais l'histoire ne lui en donna pas l'occasion. Le 4 janvier 2006, tard le soir, Ariel Sharon se sentit indisposé dans sa maison sur la ferme du Negev. Les médecins du SAMU arrivèrent rapidement, mais l'hémorragie cérébrale était trop massive. Là, 5 guerres, à plusieurs attentats, à des funérailles politiques qu'il s'était lui-même organisées et dont il s'était à chaque fois relevé, cette fois-ci ne se releva pas.
Il gisait à l'hôpital Hadassah de Jérusalem, tandis que le pays s'immobilisait dans un silence perplexe. Quelques semaines plus tard devaient avoir lieu les élections qu'il aurait immanquablement remportées. Son parti Kadima menait dans les sondages. Il semblait se tenir au seuil de la dernière et peut-être plus grande œuvre de sa vie. À la place, il plongea dans un silence qui dura 8 ans. Son fils Gilad lui rendait visite chaque jour. Il disait que son père ouvrait parfois les yeux et le regardait, que lorsqu'il demandait à son père de bouger les doigts, quelque chose bougeait parfois. Les médecins ne partageaient pas cet optimisme. Ils disaient que c'était des réflexes, pas de la conscience. Mais Gilad continuait à venir, parce qu'on ne peut pas simplement cesser de croire en un homme qui toute sa vie était revenu de là où l'on ne revient pas. Le 11 janvier 2014, le cœur d'Ariel Sharon s'arrêta. Il avait 85 ans. Israël lui fit des obsèques nationales sur la ferme du Negev, cette même terre à laquelle il était attaché depuis l'enfance, plus fortement qu'à n'importe quelle fonction ou titre. Le monde réagit comme il réagit toujours aux hommes trop grands pour tenir dans une seule évaluation. Barack Obama présenta ses condoléances et le qualifia de fils dévoué de son pays. David Cameron dit qu'il avait pris des décisions courageuses en quête de paix. Shimon Peres le qualifia de commandant exceptionnel qui aimait son peuple et que son peuple aimait en retour. Les ennemis disaient ce qu'ils avaient à dire, mais aucun d'eux ne pouvait nier l'essentiel. Cet homme était présent à chaque tournant de l'histoire israélienne, du premier coup de feu de la guerre d'indépendance au premier pas vers un retrait territorial. Sa vie était l'histoire d'Israël, brutale, contradictoire, intrépide et jamais achevée au bon moment. Il n'eut pas le temps de faire ce qu'il avait projeté en dernier. C'est peut-être pour cela que la question de ce qu'aurait été le Moyen-Orient si, le 4 janvier 2006, son téléphone n'avait pas sonné, s'il s'était simplement couché et s'était réveillé le matin, cette question restera ouverte pour toujours. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a que ce qu'il a eu le temps d'accomplir. Et il a accompli suffisamment pour que le petit État sur une étroite bande de terre au bord de la mer survive, se renforce et tienne bon dans ces années où cela semblait impossible. Toute sa vie fut consacrée à un seul objectif, la protection des Juifs. Il l'a dit lui-même. Et pour ceux qui connaissaient son chemin, de la terre brûlée sous Latroun jusqu'au lit d'hôpital à Jérusalem, nul autre mot n'était nécessaire.